Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Médion TV pour un nouveau numéro de votre émission Sport Time. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur ce week-end marqué par de grands rendez-vous sportifs avec le Wydad Club de Casablanca qui a décroché son ticket pour la finale de la Ligue des Champions africaine. Nous allons parler également de l'équipe malienne qui a réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Monde des moins de 17 ans et sans oublier bien sûr cette soirée de foot magnifique entre l'OM et le PSG. Et pour parler de tout cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Salif Diallo, journaliste sportif à l'agence de presse sénégalaise. Salif, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Salif, ce week-end, le Wydad Athletic Club de Casablanca l'a fait. Il a obtenu son ticket pour la finale en s'imposant 3-1 face à l'USM Alger. Nous pouvons dire que cette fois-ci, c'est la bonne pour le club marocain, éliminé au même stade de la saison, passé par le Zamalek. Mais je pense que c'est une très très bonne chose pour le football marocain, pour le Wydad, qui a joué sa dernière finale de Ligue des Champions en 2011 et qu'il avait perdu. Je pense que la dernière équipe à gagner la Ligue des Champions, la dernière équipe marocaine, c'est le Raja en 99, vous imaginez un peu. Mais déjà, c'est une belle victoire pour le Wydad qui a éliminé, qui a sorti quand même l'équipe finaliste de la saison dernière, l'USMA d'Alger. Mais en allant faire 0-0 à Alger contre cette équipe de l'USMA, le Wydad avait fait un grand pas déjà pour la qualification. Il a en fait concrétisé cette demi, la moitié, il avait fait la moitié du chemin déjà lors de la manche allée, mais qu'il a conforté cette petite domination lors de la phase autour samedi contre le SMA d'Alger. En tout cas, en première période, on a vu une équipe du Wydad qui montrait nettement sa supériorité, galvanisée par un public également venu nombreux pousser les hommes de Ocita. Je pense que la Ligue des Champions, c'est la reine des compétitions en club en Afrique. Donc, arriver, quand on est à 2 pas de la finale, mais on se donne à fond, quoi. Je pense. Et puis, vous savez, un peu la rivalité sportive, pour ne pas dire autre chose, entre le Maroc et l'Algérie, qui se retrouve entre deux clubs marocains les plus populaires. C'est vraiment un derby du Maghreb. Donc, je pense que bon, ça suffisait seulement. Je ne parle même pas de qualification à une finale, mais le simple fait que ça soit un derby entre l'Algérie et le Maroc, ça suffisait pour motiver les joueurs. En tout cas, durant ce match également, on a vu un Ben Sharki explosif. Il fait une passe décisive à Walid El Karti qui ouvre le score à la 26e minute. En deuxième période, il est revenu avec 2 autres buts. Un grand artiste, cet attaquant. Je pense, au-delà de l'autre aspect, vous savez, on est à une année de veille de Coupe du Monde. Parce que ces matchs-là vont compter pour les sélections qui vont venir pour la Coupe du Monde. Je pense qu'il y a cette possibilité-là d'enrichir son palmarès, d'enrichir son club, de taper dans l'œil du sélectionneur Hervé Renard qui très certainement était à Casablanca pour regarder le match. Donc je pense que les joueurs là, ils savent que c'est l'occasion ou jamais de taper dans l'œil des sélectionneurs pour pouvoir éventuellement faire le match contre la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le Maroc ou faire partie des 23 en cas de qualification, faire partie des 23 qui iront avec l'équipe du Maroc pour la Coupe du Monde. Nous allons rester dans ces demi-finales retour de la Ligue des Champions avec Al Ahly qui va rejoindre le Wydad Athletic Club de Casablanca en finale de la Ligue des Champions. Salif, le club égyptien, a sorti le grand jeu dimanche pour venir à bout de l'étoile du Sahel 6-1. Peut-on dire que Al Ahly a échappé belle si on sait qu'à l'aller il avait perdu 2-1? C'est pas grave à match aller de perdre chez l'adversaire 1-2, c'est pas grave parce qu'avec 1-0 à domicile on est qualifié. Donc Al Ahly conforte un peu sa position qu'elle avait perdue ces dernières années à cause des problèmes politiques en Égypte qui ont impacté sur le sport d'une manière générale et sur le football en particulier. Je pense à Al Ahly, la preuve, cette équipe est obligée d'aller jouer à Alexandrie, qui est la deuxième ville égyptienne. Donc Al Ahly, c'est ce qui fait de mieux en Afrique. C'est l'équipe la plus titrée en Afrique en Ligue des Champions, ou l'ancêtre de la Ligue des Champions, la Coupe d'Afrique des clubs champions. Je pense que si l'Égypte a gagné 3 fois de suite la CAN en 2006, en 2008 et en 2010, un peu grâce à l'équipe d'Al Ahly qui trônait un peu sur l'Afrique. Donc les pharaons ont aussi trôné sur l'Afrique. Donc si Al Ahly était en retrait, si l'Égypte est en retrait ces dernières années, c'est parce qu'Al Ahly n'a pas pu suivre. Bon, il est manifeste, mais même il y a une concordance
la finale de l'Égypte en février dernier contre le Maroc, la finale perdue, et la qualification de cette équipe d'Al-Ahly en finale de la Ligue africaine des champions. Alors, entre les deux équipes, Al-Ahly a plusieurs fois, vous le disiez, décroché ce titre continental avec 8 finales remportées. Aujourd'hui, comment les Marocains doivent aborder cette finale? Dans la peau d'un outsider, parce que Al-Ahly, c'est l'équipe la plus titrée, je le disais tantôt, en Afrique. Dans la peau d'outsider. Outsider ne veut pas dire manquer d'ambition. C'est ça, ça ne veut pas dire manquer d'ambition. Et ils ont le calendrier favorise un peu le WAC. Le Wydad Athletic Club, parce que le match allait à lieu chez les Égyptiens, ce qui termine, donc ils vont essayer de faire un bon résultat à l'aller pour conclure le retour. Et moi j'ai envie de voir cette équipe du WAC. Je suis de tout cœur avec le WAC parce qu'il y a un de mes amis qui est dans le staff du WAC, je vais vous parler de Moussa Ndao, qui a gagné déjà la Coupe d'Afrique des clubs champions avec ce même club en 92. En tout cas, retenez qu'Al-Ahly accueillera la finale aller le 27 octobre. Le retour est prévu une semaine plus tard à Casablanca sur le terrain du Wydad. Nous allons rester sur le continent toujours pour parler foot avec les demi-finales de la Coupe de la CAF avec notamment le TP Mazembe qui a assuré le match nul 0-0 ce samedi au Maroc en demi-finale lors de comment dirais-je ce samedi au Maroc en demi-finale retour de la Coupe de la CAF face au FAT Union Sport de Rabat. Grâce à son succès 0-0 à l'aller, le tenant du titre aura l'occasion de défendre sa couronne en finale, une finale qu'il disputera avec les Sud-Africains de Supersport United, vainqueur 3-1 du club africain ce dimanche en demi-finale retour de la Coupe de la CAF. Salut. Oui, bon, en fait, je dis, vous savez, la meilleure Coupe d'Afrique en club, c'est la Ligue des Champions. Elle est gérée par les équipes du Nord qui vont jouer la finale. Vous savez, c'est normal, ça s'explique. Ces équipes du Nord ont plus de moyens que les équipes du Sud. Maintenant, le Sud s'approprie la C2, quoi, la Coupe de la CAF avec le TP Mazembe et le Supersport United. Mais quand vous prenez aussi ces deux championnats-là, en Afrique subsaharienne, c'est les meilleurs championnats. Que ce soit l'Afrique du Sud qui avait déjà, un club sud-africain avait gagné la Ligue des Champions l'année dernière, avec les Mamelodi Sundowns, qui avait gagné la Ligue des Champions contre l'USMA d'Alger, justement, qui a été éliminé par le WAC. Et cette année, bon, mais le TP Mazembe, c'est la régularité, la constance. C'est vrai que bon, maintenant, ils ne brillent plus en Ligue des Champions, mais maintenant, ils ont gagné l'année dernière la Coupe de la CAF. Cette année, de revenir à ce niveau de la Coupe de la CAF, c'est déjà très, très, très bien pour eux. Même si, bon, je suis convaincu qu'ils aimeraient plus être en Ligue des Champions qu'en Coupe de la CAF. Mais c'est déjà bon, parce que tout ça, c'est lié aussi aux difficultés de leur président. Le président Moïse Katumbi qui a des problèmes avec le pouvoir en place aujourd'hui au Congo. Donc l'un dans l'autre, je pense que c'est très bien. Ça va faire une belle finale, ça va être bien pour le football sud-africain aussi, qui est en course contre le Sénégal pour la qualification à la Coupe du Monde. Et juste après l'élimination du FAT Union Sport de Rabat, son sélectionneur a réagi. Je vous propose de l'écouter. On est tombé sur meilleur que lui, il faut accepter, il faut dire bravo TP Mazembe. On va apprendre, on a beaucoup de jeunes, ils sont en apprentissage. Le club est jeune dans la régularité. Katcho Fatfarka, tu as dit la 5 Champions League, la Coupe de la CAF d'Etel Amifet, là encore en finale. Et ça veut dire qu'ils ont plus d'expérience, ils ont de meilleurs joueurs que nous, ils ont un autre budget. Ça, c'est des clubs qui sont habitués au haut niveau. Aujourd'hui, bravo TP Mazembe, mais je retiens, on va revenir plus fort, j'en suis sûr et certain. À présent, parlons de la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se joue en Inde. Le Mali a validé son billet pour les demi-finales du Mondial 2017 des moins de 17 ans en dominant le Ghana 2-1 samedi en quart de finale. Salif, une bonne opération pour le Mali. Oui, je pense que le Mali est très très constant ces dernières années, aussi bien sur le plan continental que sur le plan mondial. Le Mali était finaliste de la dernière édition de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Et que le Mali avait perdu contre le Nigeria qui n'est pas qualifié à la Coupe du Monde. Le Mali a gagné 2 titres de champion d'Afrique en U17, en 2015 au Niger et en 2017 au Gabon, là, tout récemment. Là. Donc je pense que c'est paradoxal que ce football-là qui est en train de faire de très grands pas
sur le plan des petites catégories, ne gagne pas encore en senior. On sait que le Mali a été présent lors des dernières phases finales de CAN U20, U23, ainsi de suite. Le Mali, tout le monde. Parce qu'ils font un excellent travail au niveau de la petite catégorie. En tout cas, lors de ce match, on a vu que malgré la pluie, les Maliens ont posé le ballon, ils ont joué au foot. Si vous voyez la moitié de cette équipe du Mali, elle est constituée par des joueurs du Real de Bamako. Le Real de Bamako qui est lié au centre Jean-Marc Guillou. Jean-Marc Guillou, rappelez-vous, c'est lui qui a mis l'académie de la SEC qui a produit de grands joueurs comme les Kolo Touré, les Yaya Touré, les Gervinho, et ainsi de suite. Toute cette colonie ivoirienne-là. Il a quitté la Côte d'Ivoire pour aller en Algérie. Après ces dernières années-là, il est au Mali. Son académie même est liée au Real de Bamako qui fournit la plupart des sélections de jeunes au Mali. Donc c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui récitent un peu des leçons. En tout cas, cette qualification a été bien accueillie dans le jeu au pays. Sur place, les espoirs sont grands et l'on espère un premier trophée mondial. Ils l'espèrent. Ils se sont exprimés, ces Maliens, au micro de notre correspondant à Bamako, Mohamed Daniego. Je suis très content et très confiant de l'équipe nationale cadette du Mali. Les jeunes Maliens ont relevé un grand défi. Et en ce qui concerne la demi-finale, nous partons en demi-finale très confiants et je pense que comme tout bon Malien, on a l'espoir d'aller en finale. Nous sommes l'équipe qui a été la finaliste de l'édition passée et donc cette année nous comptons vraiment relever les défis, c'est-à-dire venir avec la coupe ici au Mali. Je dirais par rapport à la qualification de l'équipe cadette à la Coupe du Monde, c'est un travail de qualité qui a été abattu et tout le monde est au courant aujourd'hui. Vous avez la prestation, la consécration même de cette équipe vaut vraiment la peine que l'équipe soit qualifiée. Nous sommes confiants que l'équipe sera qualifiée en finale. Au regard de tous les moyens que l'État a injectés par rapport à la préparation et à la phase de compétition et la prise en charge totale de l'équipe, je crois qu'on peut aller jusqu'en finale. Et s'il plaît au bon Dieu, l'équipe revient avec la coupe au Mali. C'est un sentiment de joie. Je suis vraiment content pour l'équipe cadette. Nous, ça fait bientôt 2 ans, depuis 2015, le Mali arrive à avoir des équipes cadettes, des très bonnes sélections. Et maintenant, si l'État arrive, la fédération arrive à faire des bons suivis, je pense qu'on peut s'attendre à avoir une équipe senior bien sélectionnée, bien garnie. Maintenant, actuellement, c'est bien que c'est des jeunes, ils sont tous jeunes, ils ont de l'avenir. Il faut vraiment les suivre de près. Le Mali qui va affronter en demi-finale l'Espagne qui s'est imposée face à l'Iran. La rencontre est prévue le 25 octobre prochain. Restons au Mali à présent, mais pour parler cette fois-ci de la Coupe d'Afrique de Maracana qui a pris fin ce week-end à Bamako. Cette année, la Côte d'Ivoire a réédité l'exploit de l'édition précédente en remportant les trophées dans les catégories des vétérans et des seniors. Suivons ce reportage de Mohamed Daniego. À Bamako, la Côte d'Ivoire a fait honneur à son rang en devenant championne d'Afrique de Maracana dans les catégories seniors et vétérans comme à l'édition précédente. Dans la finale des vétérans, les temps réglementaires et additionnels n'ont pas suffi aux Maliens et aux Ivoiriens pour se départager. C'est à la séance des tirs au but que les Ivoiriens l'emporteront sur le score de 3-2. Un peu plus tôt dans la finale de la catégorie senior qui a opposé la Côte d'Ivoire au Bénin, les Ivoiriens se sont facilement imposés sur le score de 3-0. Une défaite naïve selon les Béninois. On a été naïfs à la première partie et alors eux, ils sont mobiles là, et ils se sont vite déplacés, ils ont concrétisé leurs actions. Du côté ivoirien, c'est le respect des consignes données qui a été payante. Félicitations à mes joueurs qui ont respecté leurs consignes, qui ont fait preuve de détermination, beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline tactique. Et merci au Mali, aux autorités maliennes qui ont vraiment fait une organisation parfaite. La bonne organisation de cette compétition, qui aura duré une semaine avec 8 pays participants, est le fruit d'une tradition d'accueil. Nous sommes habitués à recevoir les autres, c'est ce que nous avons fait simplement, c'est notre tradition, c'est notre culture, c'est ce qui nous a aidés à réussir cette organisation. Le Canada, qui était le seul pays non africain de la compétition, a enlevé le prix Fair Play pour n'avoir récolté que 2 petits cartons.
En tout cas, merci à Mohamed Dagnogo. Merci de nous avoir fait vivre ces moments forts de la CAN de Maracana. Je vous l'annonçais en titre ce dimanche. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se rendre au Vélodrome ont vibré au rythme de ce classique entre l'Olympique de Marseille qui recevait le Paris Saint-Germain et qui a évité sa première défaite dimanche au Vélodrome. Salif, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se rendre au Vélodrome sont restés scotchés sur leur canapé. Les Phocéens qui ont arraché un point précieux face à Paris, 2 buts partout. Pourtant, la fête aurait pu être belle du côté de Marseille. Oui, mais bon, si on prend du recul, avec des si, on peut refaire Paris. Mais au coup d'envoi du match, on avait dit aux Marseillais que vous faites un match nul, ils signent tout de suite. Bon, Marseille a réussi un très grand match. Mais le football n'est pas une science exacte. Oui, d'accord, mais il y a des favoris, des outsiders, ainsi de suite. C'est clair, au coup d'envoi du match, tout le monde savait qui était favori. Maintenant, les Marseillais ont sorti le match de leur vie, ou bien le match de la saison. Ils ont fait un très très grand match sur le plan tactique et sur le plan surtout de l'agressivité. Je pense que l'arbitre même a été parfois un peu dépassé par les événements. Mais tout qu'on fait, on a vu une belle équipe de Marseille qui a tenu tête, qui a plus que tenu tête à Paris. Et puis ça donne encore du goût au championnat de France. En tout cas, dès les premières minutes, on a vu une équipe du Marseille qui voulait régaler son public. Oui, qui était au taf, surtout au taf, qui était vraiment très très agressive. C'était une équipe très très agressive. Je pense que c'est là-bas où ils ont créé des problèmes aux joueurs parisiens, aux Parisiens. Le milieu de terrain de Paris n'a pratiquement pas existé à cause justement de cette agressivité des Marseillais, que ce soit le Camerounais Anguissa, que ce soit le Brésilien Luis Gustavo qui a marqué le premier but, ainsi de suite. En tout cas, avec les 15 premières minutes, on a vu une équipe du Marseille portée par Luis Gustavo, vous venez de le dire, qui avait enfilé le costume de leader. Il était présent dans la récupération, la construction, sur le plan offensif aussi. Il était là, il était présent. D'ailleurs, ce qui lui a valu ce but marqué à la 6e minute de jeu. Mais ça, exactement, je disais ça. Marseille, j'espère qu'ils n'ont pas surjoué. Que ça soit, bon, ce niveau de performance-là, ils vont maintenir ce niveau de performance-là. Ça ne sera seulement pas contre le Paris. Parce qu'ils ont fait 3-3 la journée précédente contre le Racing Club de Strasbourg. Ils ont échappé même à la défaite. Bon, ils ont sorti un grand match. Qu'on ne reste pas dans cet esprit de classico, que le championnat de France ne se réduit pas seulement au PSG et les autres, qu'on puisse voir des matchs de ce niveau-là. Je pense que c'est bien pour les spectateurs, c'est bien pour les suiveurs de la Ligue 1 française, qu'il n'y a pas Paris et les autres, mais Paris est dans un club parmi l'autre, que Monaco puisse élever son niveau de jeu, que Lyon puisse élever son niveau de jeu, que Marseille soit présent, pour que le championnat français puisse attirer davantage. Mais on a senti quand même l'OM reculer la demi-heure passée face à un PSG qui multipliait les offensives. C'est clair, si vous avez bien regardé le match, Marseille, déjà en marquant le premier but, a réussi une bonne partie de son opération. Ensuite, le PSG, jusqu'à présent, c'est mon humble avis d'observateur, le PSG n'a pas encore ce collectif huilé. C'est ces stars qui font des étincelles, qui règlent le problème autant soit peu. J'attends de voir encore la patte de Unai Emery, l'entraîneur espagnol de cette équipe-là, sur le PSG. Moi, je n'ai pas encore ce collectif huilé. C'est assez souvent les tiers devant. Je veux parler de Mbappé, de Cavani et de Neymar. Hier, on a vu que Mbappé était complètement hors du coup. Neymar a pété un câble à un certain moment, excusez-moi du terme. Donc, c'est pas encore ça. J'attends de voir une équipe de Paris qui prend vraiment le jeu à son compte, un collectif qui va broyer un peu ses adversaires par rapport aux joueurs qu'ils ont, par rapport aux grands noms qu'ils ont apportés. Je pense que Paris est capable de ce jeu-là, mais malheureusement, Unai Emery, jusqu'à présent, à ce niveau-là, il ne m'a pas encore convaincu. En tout cas, cette présence parisienne dont vous parlez tout à l'heure a payé avec ce but marqué à la 33e minute, avec ce ballon du gauche du Brésilien qui touchait le poteau du portier marseillais, en l'occurrence le but de Neymar. Okay. Neymar qui également a écopé d'un carton. C'était pas trop sévère de la part de l'arbitre. Oui, je pense que de toute façon, le geste qu'il a fait, c'est un geste condamnable, c'est un geste à condamner dans un terrain de foot. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est chargé de faire l'autorité sur le terrain, c'est l'arbitre. Même si l'arbitre, à un certain moment, je pense, était dépassé par les événements. Mais l'un dans l'autre, ça a été un très beau match de football, une très belle rencontre de football qui te réconcilie un peu avec le football. Paris n'avait-il pas trop cru aux commentaires de certains experts du football qui disaient que Marseille n'avait aucune chance
face à... Mais quand même aussi, prenons un peu les choses à... Oui, dans un premier temps, il y a un favori. Il y a une autre équipe qui se battait pour arriver à son niveau. Mais Paris aussi avait fait 0-0 contre Montpellier. C'est vrai, le terrain était très mauvais, on a dit, mais en tout cas, Paris a été mis en échec par Montpellier. C'était le premier nul que Paris avait récolté. Hier, ils sont passés à côté de la défaite, comme tu l'as dit, parce que Cavani égalise dans les arrêts du jeu. Donc, c'est bien, ça donne plus d'intérêt encore au championnat de France. Et ensuite, à l'incertitude du sport, que le sport, ce n'est pas une réalité mathématique. Ce n'est pas 1 + 1 = 2. En tout cas, après ce classique, Paris reste tout de même premier de la Ligue 1 avec 26 points, suivi de Monaco, deuxième avec 22 points. Nantes occupe la 3e place avec 20 points. Et Marseille prend la 5e place avec 18 points derrière l'Olympique Lyonnais, 4e, 19 points. Après la France, direction Espagne pour parler de la 9e journée de la Liga avec le Barcelone qui, sans forcer, a battu le Malaga 2-0 et Valence, dauphin du Barça et invaincu en Liga, a littéralement explosé Séville sur la marque de 4-0 et le Real Madrid n'a pas souffert pour venir à bout de Eibar, 3-0 dans le tableau. Le FC Barcelone est toujours leader avec 25 points, suivi par Valence qui a 4 longueurs des Catalans et les Merengues occupent la 3e place. Nous allons rester justement avec le Real. Mais pour parler de Cristiano Ronaldo, oui, le Portugais est pressenti pour remporter ce lundi le titre The Best, un prix décerné par la FIFA pour récompenser les meilleurs joueurs, entraîneurs et buteurs de l'année 2017. Notez que Cristiano Ronaldo est également le grand favori du Ballon d'Or qui sera connu en fin d'année. Parlons à présent de la 9e journée de la Bundesliga. En déplacement sur la pelouse d'Hambourg, le Bayern Munich a décroché une victoire précieuse grâce à un but de Corentin Tolisso. Les Bavarois comptent désormais 20 points après 9 journées, comme Dortmund, leader à la différence de but dans l'ombre des deux grands clubs. Mais à un point, le RB Leipzig a remporté samedi à domicile son match contre Stuttgart à 1-0. Sa 4e victoire consécutive et nous allons passer à la Serie A avec bien sûr la complicité de la régie. Voilà, donc en Serie A, 3 jours après avoir passé 3 buts à Nice en Liga Europa, la Lazio a encore frappé 3 fois dimanche à domicile face à Cagliari. Grâce à un doublé de Ciro Immobile, la Lazio a battu Cagliari 3-0 et n'est plus qu'à 3 longueurs de Naples, leader de Serie A. Naples qui a été freiné à domicile par l'Inter Milan dans le choc au sommet de cette 9e journée et en se contentant d'un score nul et vierge. À 10 pendant plus d'une heure, la Juventus a réussi à renverser l'Udinese 6-2 grâce à un triplé de Sami Khedira dimanche et revient à 3 points du leader napolitain au classement et l'Inter Milan occupe la 2e place avec seulement 23 points. Nous terminons avec le championnat anglais avec un 7e succès de suite face à Watford. Manchester City, leader avec 25 points, a écrasé Burnley sur la marque de 3-0. Et ce week-end, Tottenham a simplement pulvérisé Liverpool 4-0. Salif, l'absence de Sadio Mané. Sadio Mané manque à cette équipe de Liverpool. Il est clair que Sadio Mané manque à cette équipe de Liverpool, mais Liverpool aussi manque de défense. Je pense que pour jouer au très haut niveau, il faut avoir une défense qui tient la route. Or, la défense de Liverpool, c'est du fromage gruyère. En tout cas, Salif, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de Sport Time. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à l'agence de presse sénégalaise. Merci d'avoir commenté ces moments de foot avec nous. Le plaisir est partagé. Le Gabon prépare la 5e édition de son marathon. Cette course cycliste initialement prévue pour novembre a été reportée au 5 décembre. Les entraînements ont commencé. L'épreuve doit atteindre l'objectif de 15 000 participants cette année. Suivez ce reportage d'Ismaël Bianze.
Le marathon du Gabon se prépare pas plus tard que maintenant. La compétition, habituellement organisée au mois de novembre depuis 2013, est repoussée cette saison en décembre prochain. Il ne reste donc plus qu'un mois, plein de préparations locaux pour être du rendez-vous. Alors on court déjà derrière le calendrier qui a réussi le pari de la pérennité. Le plus dur dans le sport, mais dans la vie aussi, c'est que les choses durent. La pérennité des événements, voilà, c'est très important et ça montre que au Gabon, des événements sportifs sont pérennes et fonctionnent bien. La 5e édition du marathon du Gabon marque la fin d'une époque, celle du parcours actuel. Sa distance est de 10 km pour le semi-marathon et le marathon. Cette 5e édition, c'est la dernière année où on aura ce tracé, puisque le label de l'I2F que nous avons est valable 5 ans, donc il faut changer le tracé au bout de 5 ans. Donc voilà, ceux qui n'ont pas encore couru sur cette manifestation, c'est la dernière année qu'il y aura ce tracé, qui est quand même assez difficile, mais très agréable aussi. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup de visibilité. On a cette année un village pour les partenaires et les enfants qui vont pouvoir venir, je dirais, à partir du jeudi, où il y aura des lots à gagner, des enceintes, des téléphones, des gadgets, voilà. Le but, c'est de partager le plus possible avec la jeunesse, mais aussi les grands frères qui viennent et qui courent aussi et qui sont nombreux. En termes de challenge, les organisateurs souhaitent que les athlètes battent le record de référence de 2h14 minutes 42 secondes battu par le Kenyan Peter Kwiri lors de la première édition en 2013 et qui n'a jamais été égalé jusqu'alors. 15 000 athlètes sont attendus à Libreville pour cette 5e levée. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro de Sport Time. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. Bonne suite de programme sur Medi 1 TV.